Les impacts du retour à l'AGOA se feront sentir d'ici peu, déclare le président Radonar-Mapian, revenu ce matin du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu les 5 et 6 août dernier à Washington. Une décision prise après le Conseil des ministres tenu ce jour. Le président de l'université de Majunga, le professeur Abbé Zafir Antoine, est limogé. En attendant la prochaine élection, un comité assure son intérim. Et enfin, au Canada, un cas suspect de fièvre Ebola a été mis à l'isolement dans un hôpital de la banlieue de Toronto, dans la province de l'Ontario. Ce malade, qui présente des symptômes fiévreux, avait voyagé au Nigeria peu de temps auparavant. Bonsoir, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition sur Cool TV. Dans l'actualité de ce samedi 9 août, le président de l'université de Majunga, le professeur Abbé Zafir Antoine, est limogé. En attendant la prochaine élection, un comité assure son intérim. Il a été également décidé lors du Conseil de ministres qui s'est tenu ce jour la convocation du Parlement à la session extraordinaire à partir du lundi 11 août prochain. Les lois organiques et les projets de loi qui n'ont pas été adoptés lors de la dernière session extraordinaire seront alors à l'ordre du jour de ces séances. Les impacts du retour à l'AGOA se feront sentir d'ici peu, déclare le président Radonar-Mapian, revenu ce matin du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu les 5 et 6 août dernier à Washington. D'autre part, le chef de l'État a informé sur le grand projet américain pour l'électrification de l'Afrique. Le Power Africa ou Énergie pour l'Afrique sera donc financé à hauteur de 26 milliards de dollars. C'est un reportage de Ernirin Arabari. Le 26 juin, le président des États-Unis, Barack Obama, annonce le retour de Madagascar dans la grande famille de l'AGOA, mais ce cadeau de fête nationale pour les Malgaches est prévu perdre ses effets en 2015. Lors d'une conférence de presse tenue à l'aéroport, le président Radonar-Mapian révèle qu'une prolongation du programme n'est pas exclue. Cela ne dépend pas du seul président Obama, explique-t-il, mais il faut encore attendre le feu vert du Sénat américain. La grande nouvelle du voyage sera le Power Africa, programme énergie pour l'Afrique. Madagascar vise à faire partie des bénéficiaires d'un programme de 26 milliards de dollars pour augmenter leur offre en matière d'électricité. Power Africa vise une puissance de 10 000 MW supplémentaires pour 6 pays de l'Afrique de l'Est. Selon le président de la République, les négociations sont en cours pour que Madagascar soit le 7e et rejoigne donc l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Libéria, le Nigeria et la Tanzanie. Le ministère de l'Énergie est en train de monter le dossier afférent. Suite à la crise de 2009, Madagascar a été exclu des bénéficiaires de l'AGOA. Cela s'est traduit par la perte de 200 000 emplois. Si le retour à l'AGOA est la première éclaircie après la crise 2009, Power Africa sera la deuxième. Reste à savoir si les véritables injonctions des États-Unis sur la bonne gouvernance, la transparence et surtout l'honnêteté des dirigeants seront entendues par ces derniers, y compris Madagascar. La communauté internationale ne se contente pas de simples déclarations ou de belles paroles comme les Malgaches d'ailleurs. Les candidats du Malagasy Miaramieng se trouvaient à la tête du classement, soit à la première place ou à la seconde place dans les districts concernés par les élections partielles. Sur les 4 districts, ce parti a représenté ses candidats dans les districts d'Imbinde, Sainte-Marie et Bélou-sur-Tirbine. Le parti Malagasy Miaramieng a déclaré avoir confiance aux électeurs pour cette élection partielle. Reportage. 190 800 électeurs iront aux urnes dans les 4 districts concernés par les législatives partielles. Pour les 54 candidats en lice, la campagne électorale a commencé avant-hier, le 7 août jusqu'au 28 août prochain. Sur les 4 districts, le parti Malagasy Miaramieng a présenté des candidats dans 3 districts, soit Imbinde, Sainte-Marie et Bélou-sur-Tirbine. D'après le cours électoral spécial, des irrégularités sur le respect de la législation sont à la source du report des élections dans ces districts.
Pour l'élection partielle, le parti Malagas Mialamieng est confiant sur le choix des électeurs d'après Laurent Ramarsan. 14 parlementaires représentent actuellement le parti au Parlement. Les partiels lui permettent d'espérer 3 sièges supplémentaires, confirmant la position du Malagas Mialamieng au Parlement. 10 août 1991, 10 août 2014. Madagascar commémore demain le 23e anniversaire du Dibin Fafan ou la marche vers la liberté. Les manifestations contre le pouvoir de Ratsirak ont débuté au mois d'avril 1991 sur la place du 13 mai. La grève des fonctionnaires a réussi à bloquer la machine administrative. Le 10 août 1991, le général Rakutwarsan Jean ou Voibé a conduit les manifestants vers le palais d'État d'Iavlou. Plus de 400 000 ont effectué une marche vers le palais présidentiel pour réclamer la destitution du président Ratsirak. Passant outre les avertissements de Rakut Niren Germain du MFM, les manifestants ont continué la grande marche. Les jets de grenades et les rafales des soldats à bord d'un hélicoptère ont fait des morts et de nombreux blessés. En 2013, le président Didier Ratsirak a affirmé qu'il n'a pas commandité ces tueries. Un budget de 950 000 €, soit près de 3 milliards d'ariars, sera affecté à la réhabilitation de la centrale électrique de Tsarazaz, district de Fandjin. Si cette centrale n'est fonctionnelle que 5 heures par jour, la production supplémentaire permettra de faire tourner le groupe 24 heures sur 24 à compter du mois de septembre. Gaëtan Gislav. Le délestage dans le district de Fandjin prendra fin vers le mois de septembre. La réhabilitation de la centrale électrique de Tsarazaz a duré près de 8 mois. De nouvelles turbines y ont été installées. Le groupe produira désormais 560 kW, une production qui couvre le besoin de tous les usagers. À partir de fin septembre ou début octobre, donc Fandjin n'aura plus de coupure d'électricité. Il y aura donc de l'électricité 24 heures sur 24. C'est l'importance. Et secondo, il faut dire aussi, en fait, c'est la politique que le gouvernement a pris aujourd'hui d'avoir des centrales hydroélectriques pareilles, du fait que, avec nos expériences malheureusement mauvaises de la Jirama, avec nos utilisations de groupes électrogènes via le fuel ou gazole, là donc c'est un bel exemple d'infrastructure pour dire qu'on peut diminuer d'un, le coût de l'énergie et de deux, d'avoir donc une source renouvelable pour notre énergie à Madagascar. Le ministre de l'Énergie envisage d'installer des centrales à énergie solaire ou éolienne. 300 zones sont exploitables pour l'installation de ces nouvelles machines, d'après le ministre de l'Énergie Fienena Richard. L'objectif, mettre fin au délestage à Fandjin et dans les autres régions. Après avoir battu l'équipe de Mozambique ce jour, l'équipe nationale affrontera l'équipe ivoirienne demain pour la 5e place. L'équipe de Kiadra Bardouel n'a mal vécu la défaite d'hier. Jusque-là, leur avenir reste dans le flou. C'est un reportage de Michel Arnarzon. L'équipe malgache a battu le Mozambique ce jour avec un score de 79-54. Elle affrontera la Côte d'Ivoire demain pour la 5e place. Jusque-là, l'avenir de l'équipe nationale reste flou. En tout cas, les efforts fournis par toute l'équipe ont été perçus par le public. Menant dans les 3 premiers cartons du match hier, l'équipe malgache a été battue par l'équipe angolaise avec un score de 84-77. Kiadra Bardouel, meneur de l'équipe nationale, déclare ne pas s'attendre de cette défaite. En tout cas, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ajoute-t-il. Ces jeunes auront-ils une prime? Quelle sera l'évolution de leur carrière sportive? Jusque-là, leur avenir nage dans l'inconnu total, soupire Léonel Rabenarive, vice-président de la Fédération malagasy du basketball. Des décisions seront sûrement prises après la fin de cet Afrobasket, ajoute-t-il. Le match final de cet Afrobasket U18 2014 se déroulera demain au Palais des Sports Mahamasn, qui du Mali, de l'Égypte, de la Tunisie et de l'Angola remportera la coupe de cet Afrobasket.
Et on passe aux actualités internationales. Le président américain a autorisé des frappes aériennes ciblées contre les djihadistes de l'EIL si ces derniers s'approchent d'Erbil, la capitale du Kurdistan où se réfugient des milliers de chrétiens. Il s'agit là de venir en aide aux dizaines de milliers de civils fuyant les djihadistes. Soutenu par la France, Barack Obama n'exclut pas de nouvelles frappes. Suivez le reportage de France 24. Vendredi, une première frappe menée par un drone élimine des positions djihadistes dans le nord de l'Irak. Puis c'est au tour des chasseurs américains de larguer des bombes sur l'artillerie de l'État islamique en Irak et au Levant. D'après la Maison-Blanche, les forces kurdes et les Américains postés à Erbil étaient directement menacés. J'ai autorisé nos militaires à agir pour protéger nos ressortissants basés à Erbil. Ces derniers jours, les forces terroristes se sont rapprochées de la ville. Jeudi soir, j'avais averti que si elles s'approchaient encore, nos militaires répondraient avec des frappes ciblées. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuerons à faire. Depuis la prise de Mossoul en juin, les djihadistes ne cessent de progresser. Ils se sont emparés de Karakosh, la plus grande ville chrétienne d'Irak, et seraient actuellement à 40 km d'Erbil. La Maison-Blanche rappelle que les frappes américaines sont réclamées par le gouvernement irakien et les forces kurdes. Ça fait un moment que nous attendions cette décision de la part des États-Unis, parce qu'il est évident et clair que l'un des alliés les plus importants de la région pour lutter contre les terroristes, c'est la nation et le gouvernement kurde. Des dizaines de milliers de civils fuient devant l'avancée djihadiste. Les minorités chrétiennes et yazidis sont particulièrement menacées. Un individu de retour du Nigeria qui présentait des symptômes de fièvre Ebola a été placé en quarantaine hier dans un hôpital de la banlieue de Toronto. L'isolement du malade a été décidé en raison à la fois des symptômes et du retour de ce patient du Nigeria, un pays où 9 cas de fièvre hémorragique Ebola ont été confirmés hier. C'est toujours un reportage de France 24. Le Nigeria, placé en état d'urgence. Face à la propagation rapide du virus Ebola, contenir l'épidémie est devenu la priorité du gouvernement. Ce qui est important, c'est que les personnes contaminées se rendent rapidement dans des services de soins et qu'elles coopèrent avec les médecins. Le président Goodluck Jonathan a annoncé la mise en place de mesures exceptionnelles. Près de 2 milliards de naira, soit 8,7 millions d'euros, ont été débloqués pour financer de nouveaux centres de mise en quarantaine et renforcer les contrôles aux frontières. Le président a également demandé aux écoles de prolonger les vacances scolaires. À Lagos, où 5 cas confirmés ont été placés en quarantaine, l'inquiétude monte parmi les travailleurs hospitaliers et leurs familles. J'ai entendu qu'il y avait des cas d'Ebola recensés à l'hôpital de notre quartier. Et c'est là que ma femme travaille. Je lui ai demandé d'être vraiment très prudente à cause du virus. La période d'incubation peut durer jusqu'à 3 semaines. À quelques kilomètres de là, à l'aéroport, on utilise des pistolets thermiques pour sonder la température des passagers. Objectif, déceler d'éventuels symptômes avant leur entrée sur le territoire et tenter d'endiguer l'épidémie dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Et restez avec nous sur Cool TV. Et juste après ce journal, le magazine de la rédaction à la ligne, suivi d'un film intitulé Sparks. Et c'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe qui l'a préparée. Merci de votre fidélité à Cool TV. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end et très belle soirée à tous. Au revoir.